si un État a envie d'investir dans le football, il a le droit de le faire. Ce qui me dérange un petit peu, moi, c'est quand des joueurs dans la force de l'âge, entre 26 et 30 ans, vont en Arabie Saoudite. Au début, ça débouche sur rien, quoi, c'est compliqué. Et ça, c'est ce qui rend le produit attractif, c'est le phénomène de rareté. Très vite, tu penses quand même à l'après-carrière, puisque tu fais ce bachelor à l'université de Neuchâtel. Pourquoi est-ce que tu te dis, voilà, il y a quand même une vie après le foot, mais c'est vrai que c'est pas la norme de faire un bachelor en même temps qu'on est joueur professionnel, hein, avec une vie pareille, quoi, qui demande beaucoup. Comment ça se passe ? Ça coïncide avec un moment où j'en avais presque marre d'avoir trop de temps libre. Je joue à Bienne en Challenge League avec un contrat moyen, on va dire ça comme ça, qui permet de vivre, mais pas beaucoup de mettre de côté, qui fera pas de moi un millionnaire. Donc déjà il y a ça, il y a préparer la suite en sachant que je suis un joueur lambda, entre guillemets, joueur de Challenge League, Super League en Suisse, mais que probablement le niveau international, la Champions League, je ne connaîtrais pas, les gros contrats, je ne les connaîtrais pas, donc c'est une façon de préparer un petit peu la suite. Et puis surtout, j'avais besoin de meubler mon temps un petit peu. J'en avais marre, entre guillemets, ça faisait quoi 5 ans que j'étais vraiment pro à 100%. Tu connaissais que ça. Je connaissais que ça. Au début, c'est cool d'avoir beaucoup de temps libre, de s'entraîner, de manger, de faire un peu de travail invisible, d'aller à la musculation, mais après, tu as quand même beaucoup de temps à la maison, puis jouer à la play tout le temps. Au début, c'est bien, mais après, ça passe... Voilà, l'envie nous passe, donc voilà, je fais le choix de reprendre mon cursus universitaire, enfin de le débuter plutôt, parce que je m'étais arrêté au gymnase. Et cette décision, elle a été prise sous l'impulsion de ma femme aussi, qui à ce moment-là me soumet l'idée en me disant justement, tu joues en Challenge League, tu n'as pas 2 matchs par semaine parce que tu ne joues pas la Coupe d'Europe ou quoi que ce soit. Tu as l'université à Neuchâtel qui est à 25-30 minutes d'ici. Limite, tu as tout pour bien faire et puis c'est pas trop contraignant vis-à-vis de ton emploi du temps en tant que footballeur. Et ça s'est vérifié, ça m'a fait un bien fou, ça m'a permis de relativiser aussi quand les périodes de moins bien, comme à Bienne, quand on n'était pas payé, quand le club était allé droit vers la faillite, ça m'a permis de relativiser les moments difficiles, en sachant aussi que je ne serais pas à la rue si d'un coup le football s'arrête pour moi. Mais malgré tout, mon focus, ma priorité, elle était complètement sur le foot, forcément. C'était entre guillemets un agrément, c'était une activité accessoire d'aller à l'université, d'étudier, mais en même temps, je préparais un peu la suite. Et puis ça me rendait curieux aussi sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Et heureusement, finalement, que j'ai fait cette décision-là parce que j'arrête assez tôt ma carrière en fin de compte. Justement, est-ce que les clubs par lesquels tu es passé vous sensibilisent à l'après-carrière ? Est-ce que vous avez des formations ? Est-ce que il y a une structure qui est mise en place ou pas du tout les clubs veulent que le 11 de base soit performant et du coup le côté humain passe un petit peu au deuxième plan? Non, très peu. Franchement, alors je pense que là en 2023, il y a de plus en plus de sensibilisation qui est faite de la part des clubs aussi. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout un thème que les clubs abordaient. Mais je ne suis pas non plus convaincu que c'est tout le temps le rôle des clubs de le faire. Tu vois, est-ce que c'est... Alors certes, la carrière de footballeur, elle est limitée. À partir d'un certain âge, on ne peut plus forcément jouer, à part si on est des phénomènes comme Ibra ou Thiago Silva, mais on va dire qu'à plus ou moins entre 32, 33 ou 35 ans, la carrière, elle est censée s'arrêter, parce que d'un point de vue physique, c'est compliqué d'enchaîner. Mais en parallèle, je te dirais, est-ce que l'employeur d'un menuisier va lui dire, tu sais, ça serait bien peut-être de te former pour avoir un autre job entre tes 40 et tes 65 ans, tu vois, c'est peut-être pas forcément le rôle d'un employeur. En l'occurrence, l'employeur, il veut qu'on soit performant, il veut qu'on se dédie à notre tâche, qui est d'être bon sur le terrain. Mais globalement, moi, j'ai quand même été... les clubs m'ont surpris en bien, ils étaient assez réceptifs à ma démarche. Il y a seulement à Bienne, sur la fin, avec Patrick Ramen, où j'ai dû un petit peu argumenter en disant que voilà, ça ne me fatiguait pas, ça me faisait du bien mentalement, ça ne m'empêchait pas d'être performant sur le terrain le week-end. Il n'était pas toujours très très content. C'est vrai que des fois, il y avait des grosses journées. Quand on s'entraînait 2 fois à Bienne, limite le matin je m'entraînais, à midi j'avais un cours à Neuch, je revenais, l'après-midi on s'entraînait de nouveau sur le terrain, puis le soir des fois j'avais des cours pratiques en sport, et c'est vrai que ça c'est pas l'idéal non plus, sachant que c'était des études de sport entre guillemets que j'ai entre autres que j'ai fait à Neuchâtel, mais ces journées-là c'était des exceptions, ça arrivait très rarement, et puis
globalement, ça ne m'a pas empêché de progresser. Et puis la preuve en est, c'est que 6 mois plus tard, je joue en Super League. Donc si j'avais été vraiment pas performant, les coachs ne m'auraient pas fait jouer et puis j'aurais pas eu une opportunité à Lausanne. Donc voilà, je pense que c'est conciliable jusqu'à un certain niveau de carrière. Après, les joueurs qui jouent 2 fois par semaine, qui sont internationaux, qui jouent avec leur sélection 6 ou 7 fois par année, c'est très très compliqué. Et encore, il y a de plus en plus de formations en ligne qui se développent maintenant. Mais moi, à mon échelle en tout cas, je trouvais que c'était possible et puis j'ai bien fait de le faire et je le recommande à tous les joueurs, même de Super League ou de Challenge League comme moi à l'époque, de le faire si c'est possible. Parce qu'ensuite tu fais un master en gestion du sport à l'université de Lausanne. Ouais. Et ça a coordonné assez bien parce que tu arrives sur la fin de ta carrière. Il y a cette blessure, tu passes par Stade Lausanne-Ouchy, et après tout s'arrête assez vite, mais tu arrives à t'extirper, à optimiser un petit peu, je pense aussi à les contacts, mais tu retrouves très vite quelque chose. Je retombe sur mes pattes, rapidement c'est un grand mot, parce qu'en fait j'annonce ma carrière dès que le début du Covid est là, ce qui fait que pendant 10 mois c'est l'inconnu dans la société, c'est l'inconnu dans le monde entier, c'est la première fois qu'on parle de ça depuis qu'on est né à notre époque, donc les employeurs ils sont pas trop enclins à engager des nouvelles personnes, c'est plus des licenciements qui ont lieu. Et surtout, moi, j'ai un profil intéressant parce que j'ai un passé d'ancien sportif d'élite, j'ai fait une formation jusqu'à avoir un master en sport, mais j'ai pas d'expérience réellement, donc j'ai tout à prouver aussi. J'ai un profil singulier, mais qui est pas forcément tout de suite, qui peut pas apporter tout de suite quelque chose à un employeur peut-être, j'ai besoin d'un temps d'adaptation. C'est pour ça que pendant 10 mois, je fais mes recherches d'emploi en pleine phase du Covid, et au début, ça débouche sur rien, quoi. C'est compliqué. D'autant plus que management du sport, on est beaucoup à avoir étudié, mais les retombées, les débouchés sont pas énormes, malgré le fait qu'on est dans une partie du pays où il y a plein d'institutions qui travaillent dans ça. Mais finalement, voilà, je vois cette offre de job à la première ligue de l'ASF, je postule et ça se passe bien, je fais les 3 premiers tours. Et je suis engagé finalement pour commencer en février 2021. Mais c'est vrai qu'avant ça s'est bien goupillé parce qu'en fait, quand je signe de Bienne à Lausanne, j'ai la possibilité de continuer mon cursus parce que Lausanne a aussi une université. J'arrive gentiment à la fin de mon bachelor à Neuchâtel. Et puis même le fait de jouer en Super League, j'ai quand même beaucoup de temps libre. On ne joue pas l'Europe non plus en semaine. Donc quand j'ai le temps, de temps en temps, je peux suivre les cours quand je ne suis pas trop fatigué. Mais bon, mes potes du master vous diront qu'ils ne m'ont jamais vu quasiment au cours. Mais j'essaie de faire le minimum quand même. Donc tu as des potes qui t'aident en donnant des notes. Ça fait partie du jeu aussi, quoi. À ce moment-là, c'est assez marrant parce que dans mon équipe, il y a Max Dominguez, un très très bon pote à moi. Et en même temps, à l'université, dans le cursus, il y a Ludovic Dominguez, son frère. Ce qui fait que je fais la connaissance du frère Dominguez, et puis là le contact il passe très vite, on devient pote très vite, et puis je bénéficie du fait que... Il y a Quentin aussi, non? Quentin Rouchen-Guziminega, lui il arrive, il a fait peut-être une année après ou une année avant, je ne me rappelle pas, mais on n'est pas exactement dans la même volée, mais oui, pas mal de potes qui sont capables, qui acceptent de me donner leurs notes, de me passer leurs cours, qui sont assez compréhensifs de ma situation, et ça je leur en suis reconnaissant. Ouais. Donc aujourd'hui, tu travailles à l'ASF. Quel est ton job? Qu'est-ce que tu t'occupes de quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis directeur administratif de la Première Ligue. On est responsable des compétitions de la Promotion League et de la Première Ligue classique, donc 3e et 4e division. Et mon rôle, il est assez varié. C'est gestion des championnats, des calendriers, des matchs, des sanctions, des affaires disciplinaires. Il y a une partie communication aussi pour communication interne au sein de l'ASF, communication externe avec nos clubs. Il y a aussi un rôle de représentation vis-à-vis des médias. Fédérer les clubs. Ouais, c'est plutôt un rôle de prestataire de service. Dès que les 66 clubs de notre section ont une question relative au championnat, aux assemblées ou peu importe, c'est vers moi que les clubs se tournent et je suis là pour les renseigner, les aider. Et il y a une partie aussi événementielle, organisation d'assemblées, d'événements. Enfin, c'est assez varié. Communication, journalisme aussi un petit peu. Je traduis des articles, je publie des articles aussi sur notre site internet. Je supervise un peu nos réseaux sociaux. C'est pas moi qui les gère, mais je les supervise aussi. Mais vraiment un truc vraiment intéressant pour apprendre comme premier job, très varié, avec un comité au-dessus de moi qui est vraiment flexible, qui est vraiment à l'écoute, qui me laisse vraiment un grand champ d'action. Donc ça fait 2 ans et demi que j'y suis maintenant, et je pense que j'ai beaucoup appris déjà en 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est bien. En Suisse, on a 2 gros sports. On a
le foot et le hockey, qui sont relativement en concurrence du point de vue des sponsors. On sait qu'il y a beaucoup d'argent. Le LHC, par exemple, à Lausanne, se bat contre le LS pour avoir tel ou tel sponsor. Il s'allie aussi, mais il s'allie aussi, mais voilà, on sait que c'est les deux sports principaux. Par contre, au niveau des supporters dans les enceintes sportives, les patinoires sont beaucoup plus remplis. Le taux de remplissage des patinoires est beaucoup plus grand que celui des stades de foot. Est-ce que pour toi, c'est une histoire plutôt culturelle, ou est-ce que c'est un format de compétition qui est moins attractif? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu as une idée, hein? Là, c'est un petit peu la question du consultant sportif, on va dire. Pour moi, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, mais tu parlais du taux de remplissage. Pour moi, le taux de remplissage en Suisse, je crois qu'il n'a jamais été aussi haut que ces dernières saisons. Alors là, forcément, le fait qu'il y ait slow en Super League, ça va forcément faire baisser le taux de remplissage. Mais globalement, le taux de remplissage en Suisse, il est assez réjouissant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le hockey en Suisse, globalement, c'est peut-être le hockey suisse, le championnat suisse, il fait partie des 3, 4 ou 5 meilleurs championnats au monde. Le championnat de Super League au foot, on est à des années-lumière de ça. Pour moi, la compétitivité de notre championnat au foot est bonne. Notre championnat, je n'ai pas l'impression qu'il régresse. Notre équipe nationale progresse aussi. Mais par contre, on est que j'ai pas le chiffre en tête dans le coefficient UEFA, mais on est peut-être que le 9e ou 10e championnat européen. Avant ça, il y a déjà tous les championnats du Big Five. Portugal, c'est supérieur au nôtre. Belgique, c'est supérieur au nôtre. Pays-Bas, c'est supérieur au nôtre. Donc voilà, dans la hiérarchie entre guillemets mondiale, on est bien mieux placé en termes de hockey qu'en termes de foot. Donc en termes de compétitivité aussi, les gens, peut-être au hockey, ont envie de voir de la vraie qualité. Malgré le fait qu'au foot, pour moi, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses positives mises en place par les clubs. Et puis des stats qui sont quand même globalement assez bien garnis ces dernières saisons. C'est vrai qu'en hockey, on a notre place sur la carte mondiale. On voit souvent des équipes suisses qui vont jouer contre des équipes d'NHL et puis qui sont vraiment de loin pas ridicules, même parfois supérieures. Est-ce que c'est aussi dû à peut-être un championnat qui est un petit peu plus attractif du point de vue du format de compétition? Je te voyais venir. Voilà. Tu vois, j'ai préparé un peu le terrain pour revenir sur ce sujet. Là, forcément, culturellement, il y a un décalage parce que là, au hockey, on s'est toujours inspiré quand même de ce qui se faisait outre-Atlantique avec ses playoffs. En Suisse, c'est compliqué de mettre en place des playoffs parce que culturellement, c'est pas du tout la norme. Il y a quand même très peu de pays européens qui le font sous la forme comme c'est fait outre-Atlantique. Il y a 2 phases de championnat comme en Belgique, comme au Danemark, où on divise le championnat en 2, comme ça sera le cas d'ailleurs cette saison en Suisse, mais des playoffs à proprement dit, où les équipes s'affrontent par exemple en quart de finale au meilleur des 5 matchs, des 3 matchs ou des 5 matchs, ou des 7 matchs comme en NBA, ça c'est une hérésie, ça arrivera jamais en Suisse, ça arrivera même jamais en Europe sous ce format-là, j'ai l'impression. Parce que les ligues sont différentes. En Europe, c'est plutôt l'aspect compétition, méritocratie sportive. Voilà. Tandis qu'aux États-Unis, c'est plus un business. C'est un business, il n'y a pas de relégation. C'est des ligues privées aussi, c'est des franchises. Tu peux acheter ton club en payant un certain nombre de millions, voire de milliards, tant que certaines prérogatives sont remplies. En Europe, le système il est complètement différent. Après, le format de compétition en Suisse, je suis un peu d'accord avec toi sur l'ancien système. Ce championnat où les équipes s'affrontaient 4 fois. D'ailleurs, quand je jouais en Super League, c'était ce format-là aussi, en Challenge League aussi. Et ça aide pas forcément ça plaide pas pour la grande attractivité du championnat parce que, pour être tout à fait honnête avec toi, même en tant que joueur, lorsqu'on abordait le 4e tour, qu'on jouait pour la 4e fois contre les équipes, limite le coach il faisait même plus de théorie parce qu'il nous disait bon, on les a joués déjà 3 fois, vous les connaissez par cœur, vous savez votre adversaire direct quel caleçon il met pour jouer au foot. On connaissait tous les adversaires par cœur, on connaissait tous les systèmes par cœur, on connaissait leurs forces, leurs faiblesses, et ça pour les spectateurs aussi. Il n'y a pas ce phénomène de rareté, et ça c'est ce qui rend le produit attractif, c'est le phénomène de rareté, c'est que tu joues rarement contre les mêmes équipes ou que des grandes équipes s'affrontent rarement, et c'est ce qui marche pour moi en Champions League notamment sous la forme actuelle. Et c'est pour ça que le nouveau format, je suis assez sceptique par rapport à ça, mais il faut aussi rester réaliste. Dans un pays comme le nôtre, avec 9 millions d'habitants, avec, à part Zurich, aucun grand bassin économique, c'est compliqué de mettre en place un championnat à 14, un championnat à 16, avec des clubs forts, avec des clubs structurés, avec des clubs
économiquement viable, où on peut mettre des jeunes joueurs sur le terrain sans avoir le danger de relégation après. Donc il y a plein de facteurs qui s'emboîtent, qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pour ça que d'être passé déjà de 10 à 12, c'est déjà une bonne chose. Ça permet de voir quelque chose de différent. Et puis ensuite, on fera les comptes après 2 ou 3 saisons. On tirera un bilan et on verra si c'est réjouissant ou pas. Mais un format à 14 ou à 16 dans un petit pays comme le nôtre qui, culturellement, pour moi, n'est pas un pays de foot, comme au Portugal, par exemple, où il y a une ligue à 18, mais où c'est sport numéro 1, où c'est une religion, c'est encore complètement à part. Chez nous, on n'est pas des fadas de foot. Donc... et on a la concurrence du hockey, donc déjà les passer 10 à 12, c'est déjà, voilà, c'est ça. C'est déjà pour moi un bon signe et il faudra tirer le bilan après 2 ou 3 saisons. Est-ce que l'UEFA, les compétitions européennes de foot sont menacées aujourd'hui par les pays du Proche-Orient? Je pense surtout à l'Arabie Saoudite, qui investit massivement dans l'achat de joueurs de foot plutôt en fin de carrière, mais pas seulement. On sait que maintenant, même des plus jeunes de grands championnats vont là-bas, voilà, pour des motifs avant tout économiques, on le sait. Mais potentiellement, dans un futur, ça peut devenir un grand championnat. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton regard là-dessus? On peut pas réellement le stopper. Si un championnat, si un État a envie d'investir dans le football, il a en droit de le faire. C'est pas le premier ni le dernier. La Chine avait essayé à une certaine période, ça avait jamais vraiment pris. Là maintenant, c'est l'Arabie Saoudite qui s'y met aussi en vue de futurs grands événements à échelle mondiale. Je crois qu'ils ont envie d'organiser la Coupe du Monde prochainement. Et le fait d'avoir des stars de renom qui viennent dans leur championnat, ça contribue à augmenter cette attractivité-là. Est-ce que l'Europe est menacée? Je te dirais pas, parce qu'on est sur l'échiquier quand même mondial, on a une place forte et puis nos championnats ils sont forts aussi. Ce qui me dérange un petit peu, moi, c'est quand des joueurs dans la force de l'âge entre 26 et 30 ans vont en Arabie Saoudite déjà à cet âge-là, mais comment leur en vouloir? Enfin, honnêtement, les contrats sont tellement énormes que je suis personne pour leur dire pourquoi vous faites ce choix-là. Moi, j'ai jamais eu à faire ce choix-là, mais si on me propose de faire x10 mon salaire à l'époque, je sais pas si j'aurais dit oui ou non. Après, il y a des questions d'éthique qui rentrent en ligne de compte parce qu'au final, tu contribues à un système. Tu fais partie d'un système de propagande quand même, dans un État qui, en termes d'éthique, en termes de droits de l'homme, dans les dernières années, est de loin pas irréprochable. Mais en tout cas, je suis personne pour jeter la pierre à ces joueurs-là qui, entre 26 et 30 ans, font le choix d'aller là-bas. Je comprends encore mieux, par contre, ces joueurs qui sont en fin de carrière, qui ont 33, 34, 35 ou même plus, qui font ce choix-là. Alors certains diront, ouais, mais ils ont déjà tellement gagné d'argent, ils n'ont pas besoin d'aller en Arabie Saoudite, mais je pense que ça leur permet de jouer encore à un niveau qui est peut-être pas aussi fort qu'en Europe, mais ça reste peut-être aussi des passionnés qui ont aussi envie de renflouer encore plus leur compte en banque. Les riches veulent devenir encore plus riches, on le sait. Et voilà, par contre, c'est vrai que les joueurs entre 26 et 30 qui y vont, c'est plus problématique. Mais globalement, les joueurs qui ont des grosses ambitions, qui veulent gagner un ballon d'or ou qui veulent gagner une Ligue des Champions, ils vont toujours rester en Europe. Des Haaland, des Vinicius, des Mbappé. J'aurais dû dire Mbappé d'ailleurs en premier parce que pour moi c'est le meilleur au monde, donc il ne faut pas qu'on se trompe. Mais des Mbappé, des Haaland, des Vinicius qui sont tous nés entre 98 et puis 2000, qui sont les meilleurs joueurs au monde ou qui le seront durant les prochaines années. Je ne suis pas inquiet qu'ils partent prochainement en Arabie Saoudite, ça c'est clair. Je pense qu'à l'avenir, l'UEFA aurait plutôt tendance à aller vers l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire à s'allier pour éviter qu'il y ait deux... Je ne sais pas comment ça va évoluer, peut-être que ça ne prendra pas, comme la Chine. Mais est-ce que l'UEFA aurait plutôt tendance, pour ses propres intérêts, à boycotter l'Arabie Saoudite ou bien travailler main dans la main avec? Ni l'un ni l'autre. Moi, je pense qu'ils sont forts de leur force, ils ont des compétitions qui marchent. Alors, ils veulent créer des nouvelles compétitions. Enfin, ils ont créé des nouvelles compétitions par le passé avec cette Conference League. J'étais sceptique au début et finalement, pour moi, je trouve que c'est une compétition magnifique. C'est des revenus générés supplémentaires, on est d'accord, on connaît, on sait pourquoi ils font ça, pourquoi ils créent des nouvelles compétitions. Ce nouveau format de Champions League qui verra le jour la saison prochaine, je crois, c'est dans le même ordre d'idée. On peut être contre, pour... finalement, ça sera toujours la Champions League, ça marchera toujours, ça attirera toujours des gros sponsors. C'est toujours la compétition que les top joueurs voudront jouer. J'ai pas l'impression que dans un avenir proche ou à moyen terme, l'Europe soit menacée et puis que l'UEFA ait intérêt à s'allier ou à boycotter l'Arabie Saoudite. Enfin, non, ça c'est pas forcément, non.
Ce soir, tu es sur Blue Sport. Comment t'en es venu là? Est-ce que c'est des gens qui ont vu en toi un potentiel de commentateur sportif? Explique-nous ça un peu. Ouais, alors je suis consultant avant d'être commentateur, mais c'est vrai que parmi la fonction des consultants, il y a parfois les commentaires au stade ou les commentaires en cabine, et c'est vrai que ça je le fais avec grand plaisir. Bah, c'est aussi une main qui m'a été tendue à la fin de ma carrière par Blue, en raison notamment des bonnes relations que j'ai toujours soignées avec les journalistes. J'ai étudié aussi la communication, donc je me suis aussi mis dans la peau d'un journaliste par moment. J'ai même écrit des articles en tant que pigiste pour le journal La Région à l'époque, même quand je commençais en pro à Yverdon. Et voilà, c'est un métier que j'ai toujours bien aimé. Donc j'ai toujours essayé d'être poli, d'être courtois et d'être disponible pour les journalistes. Et ouais, ça s'est fait naturellement. J'avais des bons contacts avec les représentants de Blue. Blue m'a tendu la main. Il m'avait même déjà glissé ça à l'oreille quand je jouais, que la porte serait toujours ouverte le jour où j'arrête. Finalement, ça arrivait plus tôt que prévu. Et puis maintenant, ça fait quoi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans qu'officiellement j'y suis, parce que j'y allais des fois ponctuellement. Mais là, ça fait 2 ou 3 ans que je suis dans l'équipe des consultants. Et franchement, je prends un plaisir fou. Moi, j'adore ça. De toute façon, à la maison, je regarde énormément de foot. Je me documente sur tout. Je lis un maximum tout ce qui traite au foot et tous ses aspects, tout ce microcosme-là. Et ça m'a toujours intéressé. Mon frère te dira, à l'époque, j'apprenais tous les joueurs des albums Panini par cœur, avec leur taille, leur poids, parce que simplement, j'étais passionné, ça m'intéressait. Et j'ai toujours fait au fil de ma carrière. Quand je te disais que quand j'ai joué contre l'équipe de France moins 19, je connaissais tous les joueurs par cœur. Ah ouais. Je connaissais leur club, leur nom, leur poste. Enfin bref, rien de nouveau pour moi. Et puis c'est toujours quelque chose que j'ai soigné au fur et à mesure de ma carrière. Mais c'est pas consciemment que je me suis dit il faut que je prépare, il faut que je travaille. C'est juste par passion que je l'ai toujours fait. Et ça m'aide dans mon rôle de consultant régulièrement. Ouais. Ouais. Et donc là, comment ça se passe? Tu as des tests parce que j'imagine que c'est pas facile de passer de la peau du gars qui passe devant les journalistes à la suite d'un match au mec qui va potentiellement poser des questions. Alors t'es pas trop non, je pose pas trop dans les vestiaires, mais tu fais des commentaires à la mi-temps, des commentaires après match. Ouais. Est-ce que tu as un peu de pression au début? Ouais, il y a quand même, disons qu'il faut appréhender ce nouveau rôle en sachant un peu ce qu'on attend de nous. Il faut apprendre les codes aussi, tu vois. Typiquement en tant que commentateur, il y a certains codes à respecter. Après, on a chacun son style. Je pense qu'il faut rester authentique aussi. Il y en a certains qui parlent plus que d'autres. Aussi, culturellement, il y a des pays où ça parle sans arrêt aux commentaires. Et parfois, moi, je regarde des matchs de Bundesliga ou bien même sur SRF, notre équipe nationale. Et des fois, je me demande s'il y a vraiment un commentateur. Tu vois, c'est faux. Et c'est accepté, c'est admis, c'est culturellement comme ça. Après, chacun aime. Moi, je suis plutôt. J'aime les commentaires à la latine, espagnol, italien, ou même un peu comme le font les Français, où il y a quand même passablement de vie, où on essaye de faire vivre le match aux téléspectateurs. Après, chacun a sa vision du consultant. Qu'est-ce qui est un bon consultant? Comment il doit se comporter? Comment il doit intervenir sur un plateau, aux commentaires? Il y a différents codes, comme je te disais. Et on essaye de rester authentique et puis de prendre du plaisir. Et en tout cas, voilà, ça, moi, c'est un rôle que j'adore, quoi. On sait qu'à la suite d'une carrière professionnelle, que ce soit dans n'importe quel sport, de nombreux sportifs se reconvertissent en entraîneur. Toi, c'est quelque chose. Tu as pensé à passer tes papiers d'entraîneur ou pas spécialement? Je suis en train de les faire. Récemment, j'ai passé le diplôme CUFA. Je compte l'année prochaine continuer le cursus. Après, honnêtement, je ne me vois pas forcément comme coach, notamment en raison de l'instabilité que ça a comme poste. En fait, durant ma carrière, tous les 6 mois déjà, je devais me poser la question: où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, où est-ce que je vais jouer. J'ai jamais signé des contrats longue durée super bien rémunérés. J'ai bien gagné ma vie à certaines périodes de ma carrière, mais pas assez pour me dire bon, même si je suis sous contrat, voilà, c'est pas grave. L'instabilité récurrente du métier d'entraîneur fait que maintenant que j'ai une famille, que j'ai une femme, que j'ai un enfant, moi j'apprécie avoir mes week-ends, j'apprécie passer du temps en famille et j'ai pas envie de devoir faire vivre cette instabilité-là à ma famille, nécessité, on va dire, via le rôle d'entraîneur, mais j'exclus rien parce que honnêtement, être tous les jours sur un terrain de foot, mettre les crampons, parler technique, tactique, méthodologie d'entraînement, moi ça me passionne aussi. Et il faut rien exclure, faut jamais dire jamais, mais moi par contre je préfère m'orienter sur un rôle dans une direction sportive. Ça c'est vraiment ce à quoi j'aspire à moyen terme.
rejoindre un club, c'est dans mes plans, c'est dans mes objectifs. Je me forme aussi à côté pour ça, en analyse tactique, en analyse vidéo. C'est aussi pour ça aussi que je fais mes diplômes d'entraîneur, pour avoir une certaine légitimité pour parler avec mon coach, que peut-être un jour je serai amené à engager, pour avoir une légitimité quand je parle avec mon responsable de la formation, responsable de l'académie. C'est que des petits plus pour vraiment avoir un bagage le plus large possible, en plus de mes études de management du sport et de mes connaissances de mon réseau en Suisse ou à l'étranger. Voilà, j'essaie d'avoir un bagage large pour être performant le jour où un club fait appel à moi dans une direction sportive. Ça peut être comme directeur sportif ou dans un autre rôle. Enfin, tout est à discuter, mais ça, c'est vrai que ça m'intéresserait. Ouais. Ouais. Écoute, Jérémy, super, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à toi, merci à vous, c'était cool. Ça fait super plaisir, c'est vraiment un exemple d'après-carrière réussi pour moi. C'est gentil. Puisque tu as tout préparé en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc tu as été, on va dire, prévoyant. C'est peut-être culturel, hein. On sait qu'en Suisse on aime bien. C'est très suisse-allemand aussi. C'est très suisse-allemand de tout prévoir, te dire on n'est jamais dans l'inconnu. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un exemple d'après-carrière réussi. Merci de nous avoir accordé ce temps ici chez toi. J'ai eu beaucoup de plaisir et puis tout plaisir partagé. Tout de bon pour la suite au sein de la SF, au sein de sport, avec ta famille aussi. Merci, c'est gentil. Tout le meilleur pour votre podcast. J'espère que ça va durer, puis que ça va encore progresser, puis que bientôt ça sera pas moi, mais Barack Obama dans le rôle de l'interviewé. On espère. En tout cas, c'est grâce à vous, aux interviewés, que ce podcast vit. Donc, merci d'avoir joué le jeu et d'être livré aujourd'hui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Top. Merci mon gars. Merci beaucoup.